En politique, c'est très rare d'avoir vraiment des potes. Les amis n'existent pas. Il y a les intérêts, il y a la manière dont ces intérêts s'agencent. Parfois, ils se retrouvent liés de tel côté, parfois le nœud est d'un autre côté. Il faut savoir faire preuve de jugement et réagir avec toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Il montre l'air de nos ennemis jurés. Mais la dame est au poste de questeur de notre candidate. Elle est soutenue par les honorables sénateurs de la plateforme FCC, Fonds commun pour les communs. Ce sont eux qui portent la candidature de la dame. Je lui expliquerai que ce soutien révèle l'état, je dirais, de putréfaction dans lequel se trouve notre classe politique, qui n'hésite pas à dire en fait de manière non verbale à l'ensemble du public que le pays là, il est à nous. Nous en faisons ce que nous voulons. Nous ne respectons pas votre vote, nous ne respectons pas vos opinions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine d'aujourd'hui qui reçoit encore pour vous quelqu'un une visage, il s'agit du professeur de la faculté de sciences économiques à l'université de Kinshasa. Nous essayons de faire le temps de leur secteur l'actualité qui est très vaste dans le démocratique du Congo. Restez vraiment très branchés, surtout abonnez-vous à votre chaîne La Pierre de Jeté, sans oublier votre magazine Info du Cap qui reçoit encore pour vous comme je l'ai dit aujourd'hui tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Oui, nous recevons aujourd'hui le cadre de notre magazine Info du Peuple. Nous allons quand même présenter, mais à chaque instant, il y a quand même des auditeurs qui s'ajoutent. Quel peut-il retenir d'abord de votre présentation comme ça? Oh. Merci monsieur le journaliste. Se présenter est toujours un exercice un peu laborieux parce qu'on ne sait quoi dire. Je suis effectivement professeur à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques, bien sûr les fonctions citoyennes, mais bon, en réalité l'essentiel de notre travail consiste à enseigner et à on va dire, produire des recherches quand on est impliqué dans ce processus-là. C'est l'essentiel de notre activité. Mais évidemment, comme vous le savez, l'université a aussi la vocation de rendre service à la société, d'être disponible pour notre nation. C'est comme ça que, diversement, j'essaie d'être présent quand il y a, je dirais, des sollicitations de cet ordre comme vous le faites aujourd'hui, pour recueillir mon entendement sur un certain nombre de questions. Donc, je pourrais dire qu'à côté de cette activité, j'essaie aussi d'apporter un petit peu mon regard, ma perspective personnelle sur notre vécu, sur un certain nombre de situations où je pense que je peux avoir une ou l'autre lumière. Merci. Merci beaucoup pour ça. Sans plus tarder, nous allons à la situation politique. Si nous sommes venus auprès de l'espace qui est scientifique, c'est vous qui formez les politiciens d'aujourd'hui parce qu'ils sont passés par les universités qui sont vraiment comme leur maternité. Pour cette quelle analyse d'abord vous faites de l'actuelle situation politique en démocratie? Moi, monsieur le journaliste, merci une fois de plus. Moi, je suis, je dois vous dire, assez préoccupé parce que on est dans un processus, à mon avis, en trompe-l'œil. Ça signifie comme des gens qui regardent dans un miroir, mais le miroir ne reflète pas la réalité qui se trouve de l'autre côté. Vous vous attendez, en principe, lorsque vous regardez dans votre miroir, le matin, en vous apprêtant éventuellement, de voir votre visage tel qu'à votre meilleur entendement, il vous paraissait encore hier ou au réveil généralement. Mais si tout d'un coup vous apercevez que le reflet dans le miroir n'est pas tout à fait le vôtre, vous sursautez, n'est-ce pas? Ou bien vous voyez une partie de vos traits déformés ou prématurément vieillis, ou bien quel que soit l'aspect qu'ils peuvent prendre, ça vous inquiète. Et c'est comme ça que quand je regarde le reflet que me rend la société aujourd'hui, la particulière
étudié les conditions politiques d'aujourd'hui, je dois avouer, un petit peu perplexe. Je ne saurais pas être... non, je ne suis pas révolté, je ne suis pas en colère, parce que ça ne sert à rien. Mais je suis perplexe, parce que je m'inquiète, je m'interroge, j'essaie de comprendre. J'avoue que beaucoup de choses échappent à ma compréhension en ce moment. Or, nous sommes, quand on parle de politique, on parle généralement de domaine public, n'est-ce pas, de tout ce qui est disponible pour que l'opinion ait une certaine intelligence, une certaine intelligibilité des faits tels qu'ils se déroulent au quotidien. Eh bien, je n'ai pas le sentiment que j'ai les leviers de cette intelligibilité. Donc, ce qui m'est rendu par l'activité politique aujourd'hui ne me permet pas de m'exprimer de manière compréhensible. Donc il y a des situations où je ne sais pas m'expliquer, que je m'interroge. Pourquoi est-ce que la formation d'un gouvernement, par exemple, doit prendre plus de 7 mois, alors que le pays est l'un des plus pauvres au monde, il est tout à fait au fond du classement pour tous les indices, je dirais, essentiels, n'est-ce pas, qui permettent de classer les pays du point de vue du progrès économique ou du développement en général. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Et je ne suis pas certain que en 5 années ou même en 10 années, avec ce rythme de travail, on puisse rattraper véritablement le coup. Oui, vous avez soulevé une question assez importante de la formation du gouvernement. Cela reste un casse-tête vraiment pour la population congolaise. Les gens ne cessent de s'y interroger pour ça. À votre entendement, en tant qu'un porteur de université, il faut que nous journalisez comme ça. Qu'est-ce qui bloque? Comment vous trouvez ces blocages de porteurs? Bon, je ne sais pas, parce que malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt heureusement, je ne suis pas dans le secret de ceux qui négocient, mais je trouve que, à mon sens, ils prennent leur temps. Le Premier ministre anglais vient d'entrer en fonction il y a environ 48 heures. Il y a 24 heures, le gouvernement a été formé, ils se sont réunis déjà. Et à l'issue de cette réunion, un certain nombre de décisions ont été prises et immédiatement les marchés boursiers ont donné le signal qu'ils réagissaient dans un sens ou dans un autre, n'est-ce pas, à l'annonce des décisions que prend M. Johnson, qui dit par exemple qu'au 31 octobre, nous sommes à la fin du mois de juillet, donc dans à peu près, si je ne m'abuse, en 3 mois, il va régler la question du deal, de l'accord entre lui et l'Union européenne. Ça, ce sont des choses qui sont évidentes. Nous, on aurait souhaité, en ce qui concerne notre pays, une décision a été prise. Et je pense qu'en 3 mois, il va boucler son deal. Nous aurions souhaité, en tant que Congolais, en tant qu'observateur de la vie nationale, que la même célérité prévale. C'est vrai, on va nous dire que nos problèmes sont différents, mais qu'à cela ne tienne, je crois que c'est un exemple qui devrait nous inspirer, qui nous montrer le chemin, parce que c'est un pays de très vieille démocratie. C'est un pays de très vieille démocratie. Le Royaume-Uni a une constitution, en tout cas une déclaration constitutionnelle, ce n'est pas une constitution en soi, mais le Bill of Rights existe depuis plus de 1000 ans, n'est-ce pas? Donc nous on aurait souhaité que, quand il s'agit des affaires publiques, la même célérité prévale dans l'échelle des acteurs politiques. Moi je suis assez sévère à leur endroit en disant qu'ils doivent avoir à l'esprit la misère de notre population, oui, la pauvreté rance dans laquelle nous sommes malheureusement tous coincés. Et donc voilà, je pense qu'il est vraiment important que dans les plus brefs délais, dans l'intérêt bien compris de notre population, ce gouvernement soit publié, connu du grand public, qui se mettent ensemble, qui prépare sa déclaration de politique générale, que le Premier ministre aille devant la Chambre, qu'il fasse sa déclaration, qu'il ait l'aval de la Chambre et qu'il se mette au travail. Je me souviens qu'il a dit le jour où il avait été désigné par le chef de l'État que sa plus grande préoccupation c'était le bien-être
Et je crois que les politiciens doivent comprendre que les joutes oratoires, les effets de démonstration, je dirais les effets de démonstration, ça suffit. Ce que les gens ont besoin de voir, c'est un gouvernement qui se met au travail et qui leur apporte des solutions. Nous avons aujourd'hui une crise sanitaire majeure. Je pèse bien mes mots, je dis une crise sanitaire majeure qui est allée se greffer sur un territoire lui-même en proie à une crise sécuritaire. C'est un cocktail comme ça existe rarement dans le monde. Donc ça requiert aujourd'hui l'attention la plus haute, celle du chef de l'État, de son gouvernement et de chaque Congolais. Pas seulement ceux qui habitent l'Est, mais tous, n'est-ce pas, pour qu'on puisse juguler cette crise, qu'on puisse la contrôler, la dépasser et ramener, je dirais, la paix, la sérénité et le bonheur sur l'ensemble du territoire national. Tenez, aujourd'hui, déjà nos compatriotes musulmans ne pourront pas aller au pèlerinage. C'est extrêmement grave. Je partage leur peine, j'essaie de me mettre à la place de tous ces millions de musulmans congolais qui ne pourront pas aller au Hajj cette année, tout simplement parce que nous sommes frappés par le sort. Mais on ne peut pas se contenter de Jérémie, il faut qu'on prenne le problème à bras le corps. Et le monde doit savoir qu'en RDC, il y a un gouvernement qui travaille à régler ça. N'est-ce pas, un ministre qui part, un autre qui arrive, un peu comme ça. Non, il faut que rapidement le message qui passe, ça soit celui d'un pays en ordre de bataille qui veut vaincre le coup du sort et qui a le dessus sur la situation. C'est à ça qu'on connaît le génie tout entier. Oui, les élections, l'actualité phare aujourd'hui, c'est les élections qui auront lié du bureau définitif de notre cher pote du Parlement. Puis il y a votre collègue, professeur Bahati, je ne sais pas si vous le connaissez personnellement, qui faisait partie du regroupement FCC, mais juste après un moment, après le fait qu'il ne soit pas désigné par leur autorité morale, ces données acceptent de créer son autonomie. Il est allé présenter sa candidature lui-même. Moi, en tant que professeur, quelle est votre contribution par rapport à cette façon de faire des choses? Je ne suis pas membre de sa plateforme. Je ne suis pas très. Ça ne m'émeut pas beaucoup, hein, parce que je considère que si Bahati à l'époque avait réagi en disant que c'était l'intérêt des Congolais, peut-être que je serais beaucoup plus sympathique à son endroit. Mais je pense que Bahati a réagi parce que lui n'a pas été désigné. Il a avancé le fait qu'il était la deuxième force de son ancien regroupement et qu'il n'a pas été traité avec les égards dus à son rang. Mais Bahati est quelqu'un qui est familier du coup. Hein. Ce n'est pas la première fois que Bahati rappelle à l'opinion qu'il a des ambitions. Peut-être qu'on peut lui donner comme quitus par rapport à ça qu'effectivement, quand on fait de la politique, il faut avoir de l'ambition. C'est normal qu'il ait de l'ambition. Mais je trouve que c'est un peu tardif. Donc, je considère que c'est une affaire personnelle. Ça se passe entre eux, membres de ce regroupement. Ça n'aura pas beaucoup d'impact dans le vécu quotidien des Congolais. On va me trouver sévère de le dire, mais ma foi, si Bahati est élu, ou si Bahati perd cette élection, je crois que le bénéfice personnel pour moi est nul, ou le bénéfice pour le Congo est nul. Hein? Que Bahati soit élu ou ne soit pas élu, ça n'aura pas énormément de changements. Je constate que l'autre groupe qui vient de quitter est majoritaire à la Chambre. Si les gens sont démocrates, le candidat de ce groupe-là devra gagner les élections. Ensuite, on se pose la question si avec lui c'est mieux. Je ne sais pas. Il a été ministre de la Justice, je crois, M. Tamboué. Il a été ministre de la Justice. Il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Il a des méthodes très dures. Hein. Qui est extrêmement impitoyable. Peut-être que je me trompe parce que je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais en tout cas, ce qui en paraît dans le public, les gens voient en lui une sorte d'ogre, hein, quelqu'un de froid, quelqu'un d'extrêmement distant, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'égard pour ses compatriotes. Je ne l'ai jamais vu dans une manifestation populaire, par exemple, ni au PPRD, c'est ce qui est grave.
Je n'ai jamais vu le PPRD en train de fêter, de se réjouir. Et puis M. Tamboué avec le militant lambda, n'est-ce pas, de Massina, en train de partager un pot. Vous allez me trouver peut-être bizarre, mais moi, faire la politique, c'est ça. Faire la politique, c'est être avec les gens. Hein, et trouver les mots simples pour expliquer aux gens les choses simples qui peuvent transformer leur quotidien, les faire rêver que le Congo peut être différent. Je ne vois pas comment M. Tamboué va faire ça. M. Tamboué, on n'en a peut-être pas l'habitude, mais il se rapproche plus d'un aristocrate français ou belge ou américain qu'un vrai Congolais de souche qui connaît les Maléois et qui a mangé les beignets le matin avec un peu de membre. Non, M. Tamboué n'est pas ça. Très distingué, extrêmement distant. Peut-être pour ça que la fonction sénatoriale lui ira bien. Mais pour moi, je ne m'attends pas à grand-chose, ni de l'un ni de l'autre. Okay. Une polémique qui est en train de surgir au sein même de notre classe politique actuelle. Je ne sais pas si vous êtes informé, mais si vous n'êtes pas, je vous informe quand même, c'est aussi mon rôle. Il y a une dame, la dame Kamitatou, qui est de la plateforme Lamuka. Et aujourd'hui, vous et moi connaissons bien que Lamuka et FCC, ce sont des gens qui ne s'entendent pas apparemment et montrent l'air de ennemis jurés. Mais la dame est au poste de caissière de notre candidate. Elle est soutenue par les honorables sénateurs de la plateforme FCC, Fonds commun pour les Congolais. Ce sont eux qui portent la candidature de la dame. Professeur, vous êtes scientifique, un professeur des universités. Comment vous pouvez éclairer cette façon de voir? Surtout si l'un de vos étudiants vous posait cette question-là, professeur, quelle sera votre réaction? Je lui expliquerai que ce soutien révèle l'état, je dirais, de putréfaction dans lequel se trouve notre classe politique, qui n'hésite pas à dire en fait de manière non verbale à l'ensemble du public que le pays là, il est à nous. Nous en faisons ce que nous voulons. Nous ne respectons pas votre vote, nous ne respectons pas vos opinions, nous ne respectons pas ce que vous représentez. N'est-ce pas? À Kinshasa par exemple, qui pèse quand même un peu plus de 10% de la population du Congo, les gens ne veulent pas que des anciens dignitaires reviennent aux affaires, etc. etc. Donc l'utilisation de la candidature de la jeune sénatrice, c'est une sorte de, je dirais, de gâterie, et pour eux c'est une sorte de friandise, hein. C'est pour jeter en pâture un visage neuf, hein, et amuser un peu la galerie. Mais questeur ou questeur adjoint au Sénat, ça n'a aucun impact politique, n'est-ce pas? C'est juste pour montrer aux gens qu'on peut se permettre de vous amuser un peu. Hein. Cette dame n'aurait pas été élue, ne pourra pas être élue dans ce Sénat-là en principe. Elle devait s'asseoir sur le banc de l'opposition. Hein, mais est-ce qu'il y a une opposition dans ce Sénat-là où 80%, 95% des sénateurs sont FCC? Je ne crois pas. Donc ça c'est juste pour abuser, donner l'impression qu'il y a une femme, qu'il y a une jeune, etc. C'est se moquer des gens. C'est se moquer des gens. Je crois que les sénateurs FCC et tous les autres qui font la stratégie, ce groupe-là doivent devenir respectueux des opinions. S'ils sont majoritaires, eh bien qu'ils prennent tout le bureau, que nous voyons tous qu'ils ont pris tout le bureau et qu'ils y mettent les leurs. Comme ça, on saura que le Sénat, là, on ne peut rien en entendre ou on peut en entendre quelque chose parce que c'est le FCC qui a ou qui n'a pas le meilleur programme pour le Congo des 5 prochaines années. Pourquoi donner aux électeurs une fausse impression, n'est-ce pas, une distraction de l'essentiel? Ça, c'est pour qu'on se mette à se tirailler entre nous, que les Congolais se déchirent pour savoir si la Mouka est de quel côté, que si ce n'est pas aussi notre tromperie. Je trouve que c'est méchant, c'est presque malsain comme attitude. Hein? L'électeur doit être respecté. Les élections sont un processus qui se termine par la désignation des représentants et qui commence dans le souverain primaire. La volonté du souverain primaire doit être ressentie. C'est comme ça que dans d'autres pays, lorsque quelqu'un n'a pas atteint le seuil qui s'est fixé pour une élection, il démissionne. Même s'il gagne cette élection, mais si la marge est trop faible, il considère que le signal est de dire « Monsieur, il est temps que vous fassiez autre chose ». N'est-ce pas? C'est ça l'élégance en politique, c'est une vertu que nous n'avons pas encore apprise parce que nos politiciens ont pris en otage l'État, ses ressources, ses moyens, sa destinée, etc. Oui, professeur, en partant toujours de cette hypothèse-là, là aujourd'hui, on peut dire, soit accepter que le chef de l'État n'avait pas tort de pouvoir désigner le professeur Matungulu à la balle. Bon, le chef de l'État n'avait pas tort. Je crois que le chef de l'État n'avait pas tort.
Il faut savoir que M. Matoungulu, comme je crois l'avoir dit à d'autres de vos confrères, avait un profil qui n'est pas très courant dans notre pays. Ils ne sont pas nombreux, ils sont peut-être moins d'une dizaine de personnes qui pouvaient remplir les conditions pour ce poste-là, par exemple, et que peut-être M. Matoungulu a évalué sa propre position au sein de sa plateforme, qui n'était pas aussi celle d'être une figure proéminente. Donc il s'est dit, ça me donnera le temps de revenir au moment d'un autre rendez-vous électoral, et pendant ce temps, je peux faire autre chose. Mais je ne crois pas que la lecture qui en a été faite, comme quoi il s'agissait d'un débauchage soit pertinente, puisque de toutes les façons, il ne sera pas ici. Et donc son influence ici sera bien moindre. Je ne sais même pas si M. Matoungulu a pensé aux militants de Congo Lamisso. Parce qu'en tant que président du parti, aller travailler comme ça pendant 3 ans ou 4 ans à Abidjan, je ne vois pas comment il pourra, avec son devoir de réserve, venir animer des meetings de ce parti qui va mourir de sa belle mort. Et M. Matoungulu, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été professeur dans la faculté où j'enseigne. À l'époque où moi j'étais étudiant, mais j'étais un peu plus loin, donc je n'étais pas eu comme professeur. Mais ce que j'en sais, c'est que c'est aussi comment on dit, une sorte d'aristocrate. Ce sont des personnalités politiques qui ont du mal à se mêler aux Congolais. Ce sont des personnalités politiques qui ne doivent pas connaître Pakadjouma, je crois, et qui ne peuvent pas boire la bière là-bas. En Congo, si vous faites la bière, vous devez être capable, vous faites la politique, vous devez être capable d'aller prendre une bière à Pakadjouma, d'être reconnu par les gens qui habitent là. Là, je crois que vous pouvez apporter enfin quelque chose. Il y a quelques hommes politiques, quelques rares hommes politiques dans le paysage aujourd'hui qui sont capables de cette performance et de le faire avec sincérité, n'est-ce pas, pour vraiment transformer le vécu des Congolais. Il faut qu'on comprenne que faire la politique n'a pas de sens si ça ne transforme pas le vécu quotidien des gens. Vous pouvez être un virtuose de l'intrigue, un virtuose des combines, un virtuose des marchés ou des tractations politiques, des conclaves, etc., comme on en était devenu coutumier, au point aujourd'hui, même quand les étudiants veulent gagner un report d'examen, ils mènent l'affaire comme une négociation politique. Je trouve ça scandaleux, n'est-ce pas? Nous avons besoin des hommes politiques qui nous ramènent au travail, n'est-ce pas? Des gens qui vont amener Kinshasa à labourer la ville pour qu'on devienne autosuffisant alimentaire, qu'on arrête de manger les piodis, n'est-ce pas? Qu'on arrête de manger les boules de côte, des saloperies de ce genre, et qu'on vive enfin de notre travail avec dignité en ayant de la terre sous la main. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons voulu marquer la rupture avec l'ancien régime pour qu'on entre dans une ère nouvelle, n'est-ce pas, où les Congolais travaillent, où les Congolais souffrent, transpirent, mais le soir mangent le bénéfice, je veux dire, de leur sueur, de leur souffrance, et que cet état soit partagé. Le pays est misérable, nous avons besoin de voir des autorités politiques qui ressentent cette misère et qui la partagent, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de voir des grosses limousines du étudiant. Moi je suis contre ça. Je suis contre ça, c'est du gaspillage. Parce que je sais qu'un seul 4x4 peut construire un centre de santé. J'enseigne l'économie de la santé, je sais de quoi je parle. Un seul 4x4, c'est que vous avez un centre de santé. L'équiper ensuite, ça peut demander un deuxième 4x4. Donc 2 jeeps, c'est un centre qui fonctionne. Pourquoi on ne fait pas ces choses-là? Comment on va faire la gratuité de l'enseignement dans 2 mois, à la rentrée 2019-2020? Comment on va faire pour l'enseignement primaire, pour commencer avec celui-là, soit effectivement gratuit dans ce pays? Où va-t-on trouver les ressources? N'est-ce pas? Il va falloir faire des économies quelque part. Moi, j'aurais voulu que les parlementaires diminuent leur salaire par 2, n'est-ce pas? Pour que cet argent aille symboliquement financer l'enseignement. J'aurais voulu qu'on réduise les célébrations des jours fériés pour que tout l'argent aussi épargné, n'est-ce pas, puisse permettre d'améliorer les soins de santé, améliorer la riposte Ebola, n'est-ce pas? Les partenaires nous demandent aujourd'hui combien vous mettez sur la table. C'est la question qui est en jeu aujourd'hui. Vous, le Congo, vous avez mis combien? Même si vous avez peu d'argent, on doit voir que vous mettez le peu que vous avez avec dignité sur la table. À ce moment-là, on peut commencer à discuter. Nous avons surpris en plein examen, mais quand même on avait accordé cette émission. Quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien d'aujourd'hui? Monsieur le journaliste, d'abord vous remercier parce que vous êtes venu jusqu'à moi, alors que vous pouviez être ailleurs.
Je vous remercie. Et je voulais en profiter pour m'adresser directement à mes compatriotes en leur disant qu'il faut rester serein, il faut rester confiant dans l'avenir de notre pays. Le pays est promis un bel avenir, il a une belle jeunesse extrêmement dynamique. Elle n'est pas au mieux de sa forme pour le moment. Je suis un éducateur moi-même, je sais que les signaux ne sont pas très positifs, mais si je me projette encore plus loin, je sais que le pays renaîtra de ses cendres. Tel le Phénix, la République démocratique du Congo est un pays, ne déplaise à ses ennemis, à ses adversaires de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est un pays extrêmement résilient, il s'en sortira toujours. Je peux vous assurer que même après nous, il y en aura d'autres qui viendront crier ici pour l'effort. Le pays ici, sa destinée est d'être libre au cœur de l'Afrique et il le sera. N'importe quel cas. Merci pour ça. Merci. C'est la fin de votre relative, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ici, vous l'avez main. Dites merci à Tonton Ben qui est derrière la caméra et surtout Maman Jackie de Progrès qui nous soutient depuis longtemps de loin. Abonnez-vous et suivez-nous s'il y a des remarques à apporter pour que nous puissions quand même changer notre façon de faire les choses. Merci et surtout portez-vous bien.